bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative. Alternative, vous le savez maintenant, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés en décryptage alternatif vu du Maroc. Et aujourd'hui, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous invite dans l'univers de la littérature africaine notamment. Chinua Achebe, Aimé Césaire, Nadine Gordimer, Aminata Forna ou encore Noureddin Farah, Alain Mabankou, pour ne citer que quelques auteurs qui ont à jamais marqué la littérature du continent. Subtil mariage de prose engagé souvent, de traditions orales, de poésie, la littérature africaine offre à l'image de son continent des visages pluriels, un monde dont nous allons tenter d'interroger l'origine, explorer les langues et dialectes multiples et qui font d'ailleurs sa richesse, pour ainsi tenter de mesurer le poids des mots, vecteurs par excellence de culture, d'idées et de messages. Est-ce d'ailleurs la vocation de cette littérature africaine de porter tel un étendard, une identité continentale? Quelle perception avons-nous de ces littératures africaines? Qu'en est-il de sa légitimité, de sa reconnaissance, mais aussi de ses enjeux? Faut-il repenser cette littérature africaine? Mohamed Bougar Sarr, prix Goncourt 2021 avec son livre La plus secrète mémoire des hommes, nous a tout récemment donné une partie de la réponse quelque part. Il est le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à avoir reçu ce prix prestigieux. C'est avec Najib Mortari, docteur en littérature comparée à l'université de Texas Austin, professeur associé également à l'Université internationale de Rabat et également directeur académique du programme Médina que nous allons en parler. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci pour l'invitation et cette introduction assez complète. Avec plaisir, c'est un plaisir partagé. Alors, de quelle littérature africaine parle-t-on? Dit-on d'abord une littérature ou des littératures africaines? C'est une question très complexe et d'ailleurs toutes les réponses peut-être sont valides parce qu'on peut parler d'une littérature si jamais on arrive à la cadrer peut-être dans une tradition littéraire qui peut-être aurait des éléments qu'on pourrait identifier en tant qu'africaine, mais elle fait aussi partie d'autres traditions adjacentes et qui vont au-delà un peu de la géographie culturelle, de l'idéologie et aussi littéralement des territoires. Donc, à mon avis, il y a plusieurs littératures et la réponse peut-être pour cette pluralité, qui est une richesse, c'est que ça dépend un peu de l'histoire de tout un des pays africains. Généralement, il y a une tendance à nationaliser un peu la littérature, mais pour l'Afrique, qui est un continent immense, plusieurs pays, plusieurs cultures, plusieurs histoires et plusieurs styles d'écriture. Donc, il y a une pluralité de littérature. Mais généralement, la littérature africaine, si j'ose peut-être la classifier, il y a une période précoloniale qui faisait généralement allusion à des écrits, pas à des écrits justement, mais à une oralité qui a été un peu interrompue par le colonialisme, qui a introduit d'autres modes de production, d'autres modes de créativité en Afrique, en ramenant avec eux le paradigme littéraire, mais aussi toute l'industrie de la production, de la publication, de la diffusion, de la distribution, et ainsi de suite. Et après, il y a une littérature coloniale, qui était justement une littérature de résistance à ce pouvoir colonial. Et je peux peut-être, pour en citer un exemple, c'est un peu le mouvement Négritude, par exemple, qui a été initié par des poètes généralement, mais aussi des romanciers après, surtout Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, qui était un mouvement justement contre le projet colonial d'assimilation un peu des cultures, des langues et des écrits locaux,
et imposer un certain paradigme européen, occidental, etc. Donc, il y a cette deuxième catégorie de littérature. Bien sûr, il y a aussi l'après-indépendance, la littérature postcoloniale, qui était généralement une littérature qui se positionnait en forme de relais du colonialisme et de reprendre un peu les réalités nouvelles de l'Afrique libre, l'Afrique indépendante. Et finalement, je peux aussi peut-être terminer cette définition des littératures africaines par le temps contemporain, pas le temps moderne, mais la contemporanéité de la littérature africaine, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, littéralement dans les années 20, les années 2020, 2022, et surtout avec les prix. D'accord. Les prix littéraires que l'Afrique a eu l'honneur d'accrocher en 2021. Tout à fait, tout à fait. Alors, il est clair, vous venez de le dire, on a bien compris, hein, il y a des littératures africaines, à l'image de l'histoire, des périodes, des langues et des périodes respectives. Au cœur de cette littérature, il y a la langue d'expression, et cette question de l'identité, justement, vous avez parlé du mouvement de négritude, hein, et cette question d'identité qui est liée aussi, que l'on peut liée à celle de la légitimité de la littérature africaine aujourd'hui. Parlez-nous de cet aspect-là. Oui, généralement, comme je vous ai dit tout à l'heure, la littérature africaine, que ce soit dans les pays de l'Afrique, comme dans l'Afrique du Nord ou ce qu'on appelle le Maghreb, la littérature maghrébine d'expression française, c'était des littératures orales ou bien des littératures qui prenaient un peu leur identité d'une tradition historique de tout chacun de ces pays africains. Par exemple, à l'Afrique du Nord, c'était la tradition du Moyen-Orient, la tradition littéraire du Moyen-Orient qui portait surtout sur la poésie et l'oralité et les textes religieux, etc. Mais avec le colonialisme qui a imposé, bien sûr, tous ces paradigmes, ces influences, ces inspirations et tout, ils ont aussi imposé la langue, que ce soit le français, l'anglais ou le portugais, généralement un peu l'espagnol. Donc là, ça pose un peu aussi une problématique sur la crise d'identité littéraire de ces écrits. Alors, un texte qui est écrit dans un pays africain, pas dans la langue locale, est-ce qu'il fait partie d'une tradition purement africaine ou est-ce que il fait partie d'une tradition africaine occidentalisée? Généralement, les écrivains africains, ce qu'on appelle les écrivains africains, que ce soit des poètes ou des romanciers, ils font partie de la deuxième génération du protectorat ou du colonialisme, qui ont maîtrisé un peu la langue française, parce que c'était la langue de la production, et ils se sont appropriés cette langue. C'était pas nécessairement la langue du français, mais c'est une langue française qu'ils se sont appropriés et adaptés un peu à leur réalité et aussi à leur culture et leur histoire et leurs ambitions un peu dans leur projet littéraire. Je citerai un écrivain kenyan qui s'appelle Ngugi wa Thiong'o, qui parle entre autres de cette problématique dans un ouvrage qui s'intitulait La décolonisation de l'esprit africain, Decolonizing the African Mind. Alors, ces écrivains avaient justement cet objectif de décoloniser un peu la littérature africaine de l'influence et aussi du contrôle plus ou moins du pays colonisateur, que ce soit la France ou le Portugal ou l'Espagne ou n'importe quelle autre autorité coloniale. Alors dans cet ouvrage, il parle de l'aliénation linguistique de l'écrivain, c'est-à-dire l'écrivain, pour parler de sa réalité, parler de sa culture, parler de son histoire, parler de son peuple, de sa société, etc., il doit faire un détour vers la langue de l'autre. Et généralement, il va se trouver
euh, aliéné un peu de sa propre réalité. Donc, Alors précisément, professeur Mortari, est-ce que cette décolonisation de l'esprit dont vous venez de parler et cette aliénation linguistique aussi font partie des enjeux aujourd'hui de la littérature africaine? Et ce sera ma dernière question. oui, exactement, parce que je prends un autre écrivain, cette fois-ci de l'Afrique du Nord, Khatibi, Abdelkbir Khatibi, surtout dans ses deux romans, le Amour bilingue et Mémoire tatouée, où il parle un peu de cette problématique de l'appropriation de la langue française. Lui, c'est un professeur de français, c'est un écrivain qui écrit en français, mais il n'écrit pas nécessairement avec un français des Français. C'est un français qui s'est approprié pour et l'adapter à la réalité marocaine. C'est-à-dire, de temps en temps, par exemple, dans la narration, il introduit des mots arabes. Parce que pour lui, le français ne peut pas exprimer certains sentiments, certaines observations, certaines valeurs, certaines réalité, etc. Donc, l'utilisation de l'arabe, introduire des mots, des concepts dans l'arabe, il n'est pas le seul d'ailleurs. Fatima Mernissi aussi dans Rêve de femme, elle le fait. Pour le terme, par exemple, hanan, il ne trouve pas d'équivalent en français. Le terme houdoud, parce qu'il n'y a pas aussi de concept. Si vous traduisez littéralement le concept, le terme houdoud, par exemple, c'est les limites, les frontières, etc. Mais on rate aussi la connotation culturelle, religieuse du concept. Elle fait allusion au houdoud d'Allah, les limites de Dieu, c'est-à-dire là où il y a une connotation, une allusion, une inférence, une référence directement à la religion. Que le mot frontière, le mot limite, etc., n'exprime pas. Donc, que ce soit pour Fatima Mernissi ou bien pour Khatibi, le fait de délibérément, consciemment utiliser des mots en français, c'est pour montrer un peu les limites de la langue française, pour exprimer une réalité qui n'est pas nécessairement française, mais aussi pour s'approprier cette langue. Merci. Et de ce fait, bien sûr, il se décolonise. Pour retourner un peu au terme de Bougui, donc il se décolonise, il déterritorialise le concept en français, etc. Et le français n'est pas nécessairement limité à une certaine géographie ou idéologie ou politique ou culture, etc. Mais c'est un véhicule d'expression que ces auteurs ont approprié pour exprimer leur réalité, qui s'avère la langue qu'ils maîtrisent, pas nécessairement la langue qu'ils choisissent par défaut ou par accident. Merci. Merci infiniment, professeur Najib Mortari, pour cet échange passionnant sur ces littératures africaines, ces littératures plurielles et ce concept très intéressant de l'appropriation de la langue française par tous ces auteurs sur le continent. Je rappelle que vous êtes docteur en littérature comparée à l'Université de Texas Austin, également professeur associé à l'Université internationale de Rabat et directeur académique du programme Médina. C'était un plaisir et un honneur de vous recevoir. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain rendez-vous d'Alternative.